Baouri a reçu un coup. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de réactions. Je pense que ça témoigne encore de ce qu'on avait toujours dit sur Baouri. Moi, je dis que Baouri n'est pas chef du gouvernement. Il n'est qu'un premier ministre, un premier des ministres. Il n'est même pas un premier ministre réellement. Même si on le dit officiellement qu'il est chef du gouvernement, il n'est pas chef du gouvernement. Sinon, entre un ministre conseiller à la présidence, un ministre porte-parole de la présidence et un premier ministre qui est réellement chef du gouvernement, je pense que la communication entre ces deux, c'est la communication du premier ministre qui devrait passer. Mais on a compris que Baouri n'est là que pour la forme. Il a été juste nommé pour la forme, pour habiller et masquer un certain nombre de réalités. Mais Baouri n'a aucun pouvoir de décision. Il a été giflé à plusieurs reprises par son porte-parole du gouvernement. Et cette fois-ci, c'est par le porte-parole de la présidence de la République. Et j'ai dénoncé depuis longtemps dans cette émission l'incohérence qui caractérise la communication gouvernementale. On ne peut pas comprendre que Baouri tient une communication, Ousmane Gawal vient dire le contraire, et Amara Kamara vient encore dire le contraire. On ne comprend pas entre ces trois alors qui réellement parlent du sérieux dans cette affaire. Mais comme Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il est en train de récolter. Il a voulu que la Guinée évolue dans la cacophonie avec son gouvernement. Et Baouri est devenu l'artisan de cette cacophonie et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre ces arts de conneries, surtout au plus haut sommet de l'État. C'est une honte pour la Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Face à l'opinion. Heureux de vous retrouver encore ce jeudi soir, partout où vous êtes à travers le monde entier et bien sur nos plateformes digitales. Merci de nous pratiquer. On va commencer, naturellement, on va parler de la Guinée aujourd'hui. En Guinée, l'homme politique Aliouba a finalement été condamné en appel à 2 ans de prison ferme pour avoir dénoncé des tares et conseillé l'autorité pour la bonne gestion des affaires courantes. La justice guinéenne est devenue, oui, une véritable boussole, sans aiguille aimantée, sans rose des vents, ni flèche de direction. Devinez ce qui va suivre. Pèlerinage musulman 2025 entre arnaque, incompétence, irresponsabilité et mauvaise foi de certains organisateurs. Plus de 400 Guinéens risquent de rater leur Hajj. Dans un pays où l'argent prend le dessus sur la foi, ça donne à réfléchir pour l'avenir. Notre invité VIP de ce soir est bel et bien Madame Valdé Aïssatou Chérif, la native de Kindia, comme on l'appelle ici, depuis Hambourg, en Allemagne, et sera avec nous dans cette émission. Eh bien, on continue avec le Sénégal pour dire aux Sénégalais, eh bien, né le 29 mai 1926, le président Abdoulaye Wade souffle ses 99 bougies ce jeudi, jour pour jour. Joyeux anniversaire donc à Gorgui, qui a consacré toute sa vie à lutter pour un Sénégal indépendant, un Sénégal démocratique et un Sénégal stable où il fait bon vivre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Voilà, encore une fois, merci de nous pratiquer, merci d'avoir confiance en nous. Eh bien, je vais me tourner vers mes confrères pour savoir comment ils se portent. Aujourd'hui, je vais commencer par, naturellement, le Canada. Nous sommes dans le Québec pour retrouver Mamadou Moussa de Bourassungui. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, M. Baldé. Bonsoir au grand frère Saliouba et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Bonsoir à la communauté guinéenne établie ici au Canada qui nous suit régulièrement dans cette émission. Et sans oublier également les auditeurs qui nous suivent depuis la France. Chaque fois, on reçoit des messages d'encouragement et de félicitations. Merci également aux auditeurs qui nous suivent depuis Pékin. Vous allez comprendre que nous sommes suivis de très loin. C'est la capitale de la Chine, l'Empire du Milieu. Et merci aux auditeurs qui nous suivent également du côté de l'Arabie Saoudite, notamment à Riyad et à Médine. Et sans oublier les auditeurs de l'Émiro, de Timbi Madina, de Gongoremasi et de Diaguissa dans la préfecture de Dalaba aussi. Et bonsoir à mes parents de la sous-préfecture de Brouassunking. Et bonsoir également à ceux qui nous suivent depuis Senta. Ça, c'est une sous-préfecture de Télémélé également. L'une des 14 sous-préfectures de Télémélé, c'est ça. Voilà, on va avec Saliouba. Pour ne pas faire de jaloux, je ne dirai pas d'où vient Saliouba aujourd'hui. Il est de Boston. Saliouba, bonsoir depuis Boston. Voilà, bonsoir depuis Boston, bien sûr. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous pratiquent à travers le monde. Je ne savais pas
que depuis Pékin, on le suit. Et bonsoir à eux. J'avais cru que seulement c'est Amadou Ouri Diallo, le Chinois de Médias d'Afrique, qui nous suit. Mais bon, alors je pense que ça s'éparpille. Donc, je m'excuse là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, toujours, nous adressons toujours nos condoléances à Ouli qui a perdu sa grande sœur, l'aîné de leur famille. Donc, l'aîné de la famille, du côté de Ouli, nous sommes dans l'Elouma. Donc, voilà, notre compassion accompagne donc notre confrère Mustapha Ouli. Koumba Diallo va nous rejoindre dans cette émission. Et quant à Amadou Bonnet, prompt rétablissement, il est convalescent. Eh bien, très bientôt, il va nous rejoindre dans cette émission. Voilà, on va prendre une petite pause commerciale. On revient aux alertes. Envoyez de l'argent avec Sika Cash via votre carte bancaire pour effectuer des transferts d'argent à des parents et amis directement depuis votre appareil mobile. Nous utilisons les meilleurs taux de change pour nous assurer que votre argent ira plus loin. Envoyez de l'argent à des amis et suivez les transferts d'argent à l'aide de l'application Sika Cash. Profitez d'une conversion de devises instantanée et transparente. Restez aux USA et envoyez de l'argent au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, au Bénin et partout ailleurs. Disponible sur App Store et Google Play. Envoyez de l'argent des États-Unis vers l'Afrique sans frais. Nos prestations. Transfert bancaire. Envoyez des fonds à votre proche. Faites-le depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Retrait d'espèces. Un retrait d'espèces permet à votre destinataire de récupérer son argent au point de retrait souhaité. Mobile Money. Envoyez le Mobile Money directement sur un compte mobile. Sika Cash, notre partenaire privilégié. Eh bien, on va commencer par les alertes. Je vais aller directement avec Mamadou Moussa pour commencer. Eh bien, avec ces alertes. Mamadou Moussa, allez-y s'il vous plaît. Merci, Monsieur Baldé. Je vais commencer aujourd'hui les alertes par cette annonce du gouvernement. Vous avez suivi, c'était, je crois bien avant-hier, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Ibrahim Khalil Condé, a annoncé une prolongation des opérations de recensement sur le terrain, une prolongation de 20 jours pour permettre aux citoyens qui n'avaient pas pu profiter lors des premières opérations de se faire enregistrer sur les listes électorales. Et il est allé jusqu'à annoncer aussi le début de ces opérations pour les Guinéens de la diaspora parce que la date qui était annoncée pour le début des opérations à l'extérieur n'a pas été respectée. Donc, pour 20 jours, les Guinéens aussi établis à l'étranger peuvent se faire enregistrer dans les différentes représentations diplomatiques de la Guinée. Mais il y a un problème que je voudrais signaler à ce niveau. Nous avons appris à travers des sources crédibles basées à Conakry que les agents des différentes commissions administratives de recensement qui sont déployées sur le terrain actuellement rencontrent énormément de difficultés. Ces difficultés sont dues à quoi? Sont dues tout simplement au non-respect des engagements par l'État. Vous savez bien que le gouvernement avait pris des engagements pour payer très bien ces agents qui sont déployés. Il y avait certains qui avaient reçu la promesse de recevoir une prime, je crois bien, de 1,5 million à la fin de ces opérations. Et les opérateurs de saisie, les informaticiens, et ils avaient bien, je crois bien, une prime de 8 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons appris que ceux qui devraient recevoir les 1,5 million n'ont rien reçu. Et ceux qui devraient recevoir les 8 millions, certains ont reçu la moitié et d'autres n'ont rien reçu jusqu'à présent, alors qu'ils sont déployés sur le terrain. Certains même sont déployés dans des préfectures, dans des sous-préfectures où ils n'ont aucune famille. Alors qu'ils doivent quand même assurer leur quotidien. Maintenant, s'ils ne reçoivent pas leur salaire, je me demande bien comment est-ce qu'ils vont tenir ce jour. Et ça risque de perturber totalement les opérations de recensement parce que ça va les pousser à faire ce qu'on appelle l'arnaque, la corruption. Ils peuvent réclamer de l'argent avec les citoyens pour se faire enregistrer. Et en ce moment, on ne va pas trop en vouloir à ces agents, mais la responsabilité revient tout simplement à l'État. Et nous avons appris également quand ils ont voulu déclencher une grève pour réclamer leur prime d'engagement, ils ont reçu énormément de menaces, notamment dans la région de la Haute-Guinée, où ils ont été sérieusement menacés. Peut-être ils ont eu peur de déclencher la grève, mais les uns et les autres doivent comprendre que ça ne va pas sur le terrain. Si on a dénoncé les cas de corruption depuis le début de ces opérations, on comprend aujourd'hui d'où est venue la raison
qui pousse ces agents à réclamer parfois de l'argent aux citoyens pour se faire enregistrer. Sinon, c'est contraire à la loi. Mais si l'État pousse les gens à agir dans la corruption, on ne peut pas s'attaquer trop à ces gens-là, mais on doit plutôt s'attaquer à l'État. C'est le gouvernement qui n'a pas honoré ses engagements. Donc, c'est des informations que nous allons encore essayer de vérifier beaucoup plus dans les jours à venir pour apporter d'autres précisions. Je ne sais pas si le grand frère a... Surtout Mamadou Moussa, et là aussi, il paraît que l'argent, à chaque fois que les gens veulent réclamer, on dit non, l'argent est déjà disponible, apprêtez vos téléphones, Orange Money, c'est Orange Money qui retarde le paiement, c'est ce qu'on leur dit, et ils n'osent pas manifester, comme vous l'avez dit, dans beaucoup de préfectures, il y a des gens qui veulent réclamer et se faire entendre, mais il y a d'abord quelque part promesse, on va envoyer votre argent, on va vous donner votre argent, Orange Money s'apprête, quelque part on menace, ah si vous faites ça, c'est pas bon, on va pas vous payer. Voilà, donc il faut payer les gens, hein. Ils travaillent. Et puis vous imaginez ce qui est grave dans ça, on dit c'est Orange Money qui retarde. Orange Money ne retarde rien. Yeah. Quand vous engagez un dépôt avec Orange Money, ça ne prend même pas une minute, quel que soit le montant que vous engagez. Et surtout quand c'est l'État qui engage. Effectivement, à ce niveau, il n'y a aucun problème de transaction, mais Orange Money ne peut pas quand même envoyer de l'argent s'ils n'ont pas réussi quand même de la part de l'État. Et donc, demain, quand vous allez voir la facture eh bien, de ce recensement-là, comme quoi on a payé ces agents-là, on a payé ceux-là qui s'occupent de la carte, tout ça, vous allez voir que c'est des montants colossaux et puis on ne peut même pas estimer. Ça sera, et dans du faux d'ailleurs, c'est clair. Mais, voilà. Est-ce que, bon, moi je pense que pour rebondir sur votre point là-bas, M. Baldé Mamadou, et voir des montants qui ont été dépensés, je souhaiterais avoir un audit au niveau du CNT, la campagne pour cette constitution qu'on veut en tout cas mettre devant les Guinéens. Parce que, tenez-vous bien, on s'est promené partout, à travers le monde, à l'intérieur du pays, pour défendre une constitution. Est-ce que ça sera le même cas ici? J'en suis sûr que ça sera le même cas. Bon, peut-être que c'est un manque de suivi de la part de l'autorité en charge de ce recensement. Bon, vous avez vu, on a parlé ici qu'au niveau des ambassades, à travers les ambassades guinéennes à travers le monde, personne n'a été recensé, aucun matériel de recensement n'est parvenu. Est-ce qu'à l'heure, il y a un matériel? Je ne sais pas si du côté du Canada, Mamadou Moussa peut nous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'à New York, pour le moment, moi, je n'ai rien entendu. On n'a pas vu, hein? On n'a pas entendu parler. Maintenant, on prolonge, c'est bien qu'on prolonge. La précision est importante là-bas. Ici, au Canada, vous savez bien que l'ambassade de la Guinée est installée à Ottawa. Ottawa, oui. C'est la capitale fédérale. Mais je n'ai jamais appris encore de l'arrivée de ce matériel pour le recensement ici au Canada. Pour le moment, au moment où je vous parle, je n'ai pas pris connaissance de cette nouvelle. Je ne sais pas si c'est arrivé. En tout cas, si c'était arrivé, je pense bien que les Guinéens auraient déjà échangé parce qu'il y a des communautés guinéennes aujourd'hui qui ont des plateformes, c'est-à-dire des ressortissants de différentes préfectures qui s'organisent en communauté pour échanger entre eux. Je pense que si le matériel était arrivé, certainement on aurait déjà pris connaissance de cette information. Mais pour le moment, je ne suis pas au courant de ça. Voilà, je pense que c'est un manque de suivi pur et simple. Je souhaiterais certainement interpeller au niveau, bon, peut-être le Premier ministre guinéen qui certainement est plus apte peut-être sur ces questions en matière électorale, peut-être aider son ministre de l'Intérieur et dire voilà comment ça se passe, parce que peut-être M. Baouri a l'expertise nécessaire. Saluba. Oui. Saluba. C'est pas parce que le ministre, ne croyez pas que le ministre de l'administration du territoire est incompétent. C'est une question de volonté politique. Hein. C'est pas une incompétence. Hein. Bon, moi, je pense que c'est une incompétence. C'est pas l'incompétence. Il connaît. Oui. Le ministre sait prendre les kits, les envoyer dans les ambassades pour recenser. Ça ne demande pas une expérience. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous êtes incompétent pour faire le travail, si vous êtes incompétent pour faire le travail, on vous confie le travail. Oui. Certainement, vous ne connaissez pas trop les cadres guinéens, l'administration guinéenne. Je vais vous dire quelque chose, ce qui s'est passé en 2015. Peut-être, vous allez vous rappeler. Ce n'est pas un manque de compétences.
c'est qu'ils ont mal à la volonté. C'est la volonté qui leur fait mal. Exactement. En 2015, lors de l'élection présidentielle, ils ont refusé, sur la liste électorale, ils ont refusé de classer les noms par ordre alphabétique. Et un informaticien, quelqu'un qui a appris l'informatique de base seulement peut le faire, même s'il y a une liste de 1 million de personnes. Classer les noms par ordre alphabétique, c'est un travail très simple en informatique. Ils ont produit une liste électorale où les noms étaient désordonnés. Vous imaginez ça? Et pourquoi ils avaient fait ça à l'époque? C'était pour retarder le vote. Parce qu'ils ont compris après l'élection que ce ne sont pas dans toutes les circonscriptions électorales que la liste était désordonnée comme ça. Ils ont choisi certaines zones favorables à l'opposition à l'époque pour désordonner, pour retarder le vote. Parce que les bureaux de vote devraient fermer à 18h. Maintenant, s'il y a des gens qui ne votent pas jusqu'à 18h, on dit, ah, il est l'heure de la fermeture, donc on a reçu l'ordre, on doit fermer. Moi, dans mon bureau de vote à Conakry, je vous assure, mon nom, parce qu'on commence par le nom de famille, après on vient sur le prénom. Mais je vous assure, je suis arrivé là-bas à 5h et quelques, mais c'est dans les environs de 17h que je votais, parce que tout simplement, on l'appelait sur la liste, les noms n'étaient pas classés par ordre. Ce n'est pas par incompétence, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire qui est planifié. Là aussi, M. Baouri, en 2010, il s'est opposé au général Sékou Konaté parce qu'il ne voulait pas au début que les Guinéens de l'étranger votent. Il a dit, si les Guinéens de l'étranger ne votent pas, il n'y aura pas élection. L'UFDG s'oppose par sa voix. Et cette fois-ci, c'est lui qui est en train de jouer aux manœuvres, de jouer à la complicité avec le CNRD, certainement pour écarter les Guinéens de l'étranger. Vous imaginez un peu l'incohérence de certains politiques guinéens aussi. Ce n'est pas un manque de compétences, hein. C'est un manque de volonté. Et puis Saliba, rappelle-toi, il y a une dame, un jour, tu as commenté cette dame ici, c'est quoi? C'est Madame Camara, qui est au ministère de l'administration du territoire. Hein? Madame Touré. Madame Touré. Oui. C'est une femme qui connaît comment une élection se prépare dans un pays. Si elle veut qu'on ait une très bonne élection, on aura une très bonne élection. Si elle veut qu'on ait une élection bâclée, on va avoir une élection bâclée. C'est une femme très compétente, qui est auprès du ministre d'ailleurs. Donc, c'est pas une question de compétence. Compétente, Baldé Mamadou, en matière de fraude électorale, parce qu'elle était à la CENI, commissaire à la CENI. Toute la pagaille électorale qu'on a connue en Guinée. Non, là, je suis d'accord avec vous, monsieur Ba. Cette dame elle a une expérience dans la fraude compétente en matière de fraude. Oui. Là, il faut lui donner un diplôme pour ça. Bon, je laisse Mamadou Moussa continuer sur les alertes. Allez-y sur les alertes, s'il vous plaît. Bien, en tout cas, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Madame Djeynabou Touré, en 2013, elle a tout fait pour que le RPG remporte l'uninominal à Matoto. Malheureusement, comme le vote était bien surveillé, le candidat du RPG, qui est actuellement l'actuel président de la délégation spéciale dans cette commune, n'a pas pu remporter devant le candidat de l'UFR qui était soutenu aussi par l'UFDC à l'époque. Donc, Djeynabou Touré, c'est une dame qui a une expertise dans la fraude électorale. Si elle est dans le processus, il ne faut jamais s'attendre à du sérieux dans ça. D'accord. Alors, je vais continuer. Nous avons aussi pris connaissance de cette information hier, comme tous les autres confrères. C'est l'annonce de la tenue du congrès de l'UFDG pour le 6 juillet 2025. C'est à la suite d'une réunion du conseil politique du parti présidé par Dr Fodéoussou Fofana, qui se trouve être le vice-président chargé des affaires sociales et juridiques. C'est à l'issue de cette réunion qu'ils ont annoncé la date pour le congrès. Et ils n'ont pas précisé quand même dans leur communiqué si El Hadji Dalein Diallo sera à Conakry ou pas pour assister au congrès. Mais j'ai vu une interview, par exemple, de Souleymane Sousa Konaté, le coordinateur de la cellule de communication ce matin, où on lui a posé la même question. Il a dit que les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG n'obligent pas la présence physique du président du parti pour le congrès. Il peut rester à l'extérieur et le congrès peut se tenir bel et bien, comme certains partis l'ont déjà fait. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de commissions qui doivent travailler d'ici la date prévue pour le congrès pour mettre tout en œuvre afin que cette date soit respectée et que le parti termine avec le renouvellement de ces instances qui avaient été interrompues, il faut le préciser, par la justice guinéenne à travers un arrêt du tribunal de première instance de Dixine. Alors, pour terminer mes alertes, M. Baldé, je vais revenir sur une actualité qui a occupé la une des médias en Guinée ces derniers temps, même sur les réseaux sociaux. Vous savez bien que le 13 mars et le 13 mai dernier, entre le 12 et le 13, M. Baouri a fait une annonce lorsqu'il était en Côte d'Ivoire. Il a répondu à la question des experts, des partenaires, des experts économiques qui étaient présents au cours de cette rencontre par rapport à la fin de la transition en Guinée. Il a dit
que le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre aura bel et bien lieu. Et après ce référendum, en décembre 2025, il y aura couplage entre l'élection présidentielle et les élections législatives. On avait évoqué ça par le passé. Mais par après, si vous regardez le 23 mai dernier, lors d'une conférence de presse animée conjointement par le général Amara Kamara et Ousmane Gawal, qui sont respectivement porte-parole de la présidence et porte-parole du gouvernement, un confrère a posé la question au général Amara Kamara pour une confirmation. Et le général Amara Kamara, même s'il n'a pas employé le mot démentir, mais en quelque sorte, il a démenti ce que Baouri a dit, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a dit, je vais revenir sur une déclaration du Premier ministre qui a annoncé le couplage de l'élection présidentielle et des élections législatives en décembre 2025. Il a dit, moi, en tant que porte-parole de la présidence de la République, je ne suis pas en mesure de vous annoncer une date. Je pense que ça veut tout dire pour ceux qui comprennent bien et analysent très bien. Baouri a réussi un sérieux coup. Et plus loin, le général Amara Kamara est allé jusqu'à dire que la préoccupation actuellement du gouvernement et de son CNRD, c'est comment organiser le référendum et avoir une constitution. Pour lui, c'est ce qui est prioritaire pour le moment. Et imaginez bien la date qui est prévue pour le référendum, c'est le 21 septembre, et ça va rester 2 mois avant la fin de l'année 2025. Il n'a pas dit clairement qu'il y aura glissement, mais à partir du moment où il dit la priorité d'abord, c'est d'avoir la constitution après le référendum, ça veut dire que mettre en place la constitution et les institutions qui sont issues de cette constitution, ça va prendre encore plusieurs jours ou plusieurs mois. Et tout porte à croire que nous sommes partis vers un glissement. Donc, il ne faut pas penser à une élection présidentielle avant 2026 ou même peut-être plus. Donc, à ce niveau, Baouri a reçu un coup. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de réactions. Je pense que ça témoigne encore de ce qu'on avait toujours dit sur Baouri. Moi, je dis que Baouri n'est pas chef du gouvernement. Il n'est qu'un premier ministre, un premier des ministres. Il n'est même pas un premier ministre réellement. Même si on le dit officiellement qu'il est chef du gouvernement, il n'est pas chef du gouvernement. Sinon, entre un ministre conseiller à la présidence, un ministre porte-parole de la présidence et un premier ministre qui est réellement chef du gouvernement, je pense que la communication entre ces deux, c'est la communication du premier ministre qui devrait passer. Mais on a compris que Baouri n'est là que pour la forme. Il a été juste nommé pour la forme, pour habiller et masquer un certain nombre de réalités. Mais Baouri n'a aucun pouvoir de décision. Il a été giflé à plusieurs reprises par son porte-parole du gouvernement. Et cette fois-ci, c'est par le porte-parole de la présidence de la République. Et j'ai dénoncé depuis longtemps dans cette émission l'incohérence qui caractérise la communication gouvernementale. On ne peut pas comprendre que Baouri tient une communication, Ousmane Gawal vient dire le contraire, et Amara Kamara vient encore dire le contraire. On ne comprend pas entre ces trois alors qui réellement parlent du sérieux dans cette affaire. Mais comme Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il est en train de récolter. Il a voulu que la Guinée évolue dans la cacophonie avec son gouvernement. Et Baouri est devenu l'artisan de cette cacophonie et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre ces arts de conneries, surtout au plus haut sommet de l'État. C'est une honte pour la Guinée. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça lui va un commentaire. Voilà, je souhaiterais réagir par rapport à ça. Et bon, justement, Mamadou Moussa a bien placé le mot cacophonie. On appelle ça cacophonie au sommet de l'État. Mais Baouri ne va pas échapper là où M. B n'a pas pu échapper. Un fonctionnaire international avec une expérience quand même confirmée à l'international. Il ne va pas échapper là où M. Gomou, son prédécesseur, n'a pas échappé. Donc, je pense que c'est une logique ici. Je l'ai dit et redit ici à plusieurs reprises, le militaire n'est pas fait pour gérer un pouvoir politique dans un pays. Le civil est fait pour commander le militaire, en quelque sorte. Le militaire ne doit pas commander le civil. Vous avez vu le général Amara Kamara, c'est l'homme fort du pouvoir en République de Guinée. Ce qu'il dit, c'est comme si c'est écrit dans leur constitution à la CNRD en quelque sorte. Donc, je crois que M. Baouri, certainement, ce qu'il a dit, peut-être c'est une position qu'il a sentie au niveau de son gouvernement, au niveau du CNRD. Il ne peut pas venir gratuitement faire des déclarations pareilles, mais
et au niveau certainement du CNRD qui gère réellement le pouvoir en République de Guinée, parce qu'on parle d'un gouvernement. Ce gouvernement en République de Guinée, c'est quoi? C'est rien. C'est des gens qu'on a mis là pour occuper des buildings. Mais les vraies décisions, en tout cas, le pouvoir est géré au niveau de ce building entre ces 36 militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée, qui constitue aujourd'hui le CNRD. C'est eux le gouvernement en République de Guinée, c'est eux la force en République de Guinée. Baouri, peut-être, il va être une victime comme les autres, comme ses deux prédécesseurs. Donc, je sais que j'ai à dire par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Eh bien, notre invité est déjà là avec nous, Madame Valdez Chérif. Mais en attendant, Saliba, vous avez une alerte ou des alertes, s'il vous plaît. Voilà, j'ai rapidement avec les alertes. Attendez, je voudrais placer ça sous forme de conseil pour M. Baouri. Comme c'est un politicien expérimenté, il devrait regarder l'exemple dans les autres pays. Savoir que quand vous accompagnez une junte militaire qui veut confisquer le pouvoir, vous serez une victime de cette junte un jour. L'exemple du Tchad est là. Succès Masra a accompagné l'actuel président du Tchad pour sa candidature parce qu'il a signé un deal. Il a été nommé Premier ministre en 2024. Dans le deal, il pouvait être candidat. Il s'est présenté et le militaire aussi s'est présenté et l'autre a gagné. Et aujourd'hui, Succès Masra a été mis aux arrêts. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a habillé la candidature du chef de la junte, aujourd'hui, il est aux arrêts. Vous regardez le cas de l'opposant Yaya Dillo qui a été assassiné aussi, avant même d'aller à ces élections. Pour ceux qui ne savent pas, Yaya Dillo au Tchad, sa maman, c'est la cousine de Idriss Déby. Donc, ça veut dire que Idriss Déby, c'est l'oncle maternel de Yaya Dillo. Mais vous avez vu, le fils de Idriss Déby l'a assassiné avant même de parler de quelconque élection au Tchad. Donc, Baouri a intérêt aujourd'hui à faire très attention. Parce que ce n'est pas tard pour lui encore de démissionner. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Démissionner? Mais ce n'est pas tard. Démissionner? Non, oui, c'est un conseil que il fera tout sauf démissionner. Croyez-moi. Donc, l'exemple de ce pays dont je viens de citer, il devrait regarder dans le rétroviseur pour comprendre que quand vous accompagnez une injustice, vous serez victime de la même injustice un jour. Bien. Saliba, allez-y. Voilà. Bon, je crois que, il y a ma première alerte ici, c'est ce qui concerne l'arnaque, vous l'avez dit à l'annonce de cette émission. Donc, des Guinéens sont escroqués. Ils sont au nombre de 416 Guinéens qui ont pu réunir chacun, en tout cas le minimum 60 millions de francs guinéens remis à des individus qui se disent avoir créé une agence de voyage qu'ils ont nommée au nom de la maman du président Mamadi Doumbouya. Donc, des Guinéens sont tombés dans ce trap. Alors, je crois que c'est l'autorité de l'État qui nous gouverne actuellement doit peut-être sévir là-dessus. On a déjà mis une dame, arrêté une dame, elle est en tout cas entendue au niveau de la police judiciaire. Bon, peut-être aller plus loin. Donc, je suis d'accord pour cette fois-ci avec le général Amara Kamara. Il a raison. Quand l'autorité vous dit que attendez, je crois que l'autorité vous dit que voilà, je parlerai. Merci, Mamadou Moussa. L'autorité vous dit il n'y a plus de place et que quelqu'un dans les quartiers fait passer des individus, dire non, on connaît quelqu'un qui a de la place pour vous pour aller, et vous croyez ça, vous donnez votre argent. Je crois que c'est une naïveté à ce niveau. Je crois que les Guinéens doivent faire attention. Bon, il y a quelqu'un qui avait dit hier, je crois qu'au niveau de Médias d'Afrique, si une agence se dit je veux vous envoyer à la Mecque, verser l'argent au niveau de l'État, que l'État doit organiser, dit verser l'argent à mon niveau, maintenant puisque ce dernier dit qu'il va vous envoyer à la Mecque, nous allons suivre de près. Je pense qu'avec ça, on peut éviter. Je suis d'accord avec le conseil de Général Amara, des Guinéens, si on nous dit, l'État dit, j'en ai plus de place, ne croyez pas un Guinéen lambda au dehors là-bas qui va vous dire, non, moi je peux vous trouver une place pour aller.
400... Mais le problème, c'est que l'État Ouais. est complice dans cette affaire. Pourquoi? Non, l'État n'est pas complice ici. L'État est complice. Non, L'État est complice. je suis J'ai pas suivi d'accord. l'interview d'un Ouais. monsieur avec, notre confrère de Reflet Guinée. Où le monsieur dit que dans le centre, là où ils sont partis pour les formalités, la Ligue envoyait des gens pour les enseigner, pour les conseiller, pour leur donner les directives, comment se comporter une fois arrivé à la Mecque. C'est l'État qui fait ça. Ça, c'est la Ligue islamique qui fait ça. Et des agents de l'État qui venaient leur dire, pour vous, c'est calé, vous devez partir, vous devez voyager. Ce ne sont pas des privés qui le faisaient, c'est des agents de l'État qui le faisaient. L'État, ce n'est pas seulement la présidence, ce n'est pas la primature. L'État, c'est une chaîne, Saliouba, qui commence. Donc, ces gens-là, si jusqu'à présent, on n'a pas entendu encore qu'un de la Ligue est convoqué, un agent de la Ligue est convoqué, un agent de l'État qui venait donner ces cours-là n'est convoqué, c'est que l'État est complice, à mon avis. Bon, je crois qu'on peut peut-être un peu donner un bénéfice de doute à l'État à ce niveau parce que on donne des cours. Des gens se viennent pour apprendre des cours. En tout cas, pour dire, voici comment c'est que vous devez faire quand vous êtes à la Mecque. Et peut-être, on ne sait pas qui est venu là-bas au nom de qui. Peut-être ceux-là qui ont donné ces cours, bon, il faut quand même dire que bon, ils ne savaient pas que il y en a qui sont dedans, qui sont venus au nom de cette agence. Certainement, ça peut être le cas. Bon, peut-être je ne suis pas l'avocat de l'État ici à ce niveau, mais si j'étais l'avocat, je dois les défendre. C'est-à-dire, c'est cette formule que je dois utiliser à ce niveau. Cette chaîne, Saliouba, Oui. Là où une dame sort près de 27 milliards de francs guinéens, une seule personne en Guinée ne peut pas manger cet argent-là. C'est une chaîne longue. Alors, il faut couper toutes les branches pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est mon avis. Hein. Allez-y, vous avez une autre alerte? Monsieur Balde, excusez-moi, ce qu'il faut ajouter à ce niveau, c'est que depuis, je crois bien 3 ans, comme ça, l'Arabie Saoudite a augmenté le nombre de pèlerins pour la Guinée. Avant, le Royaume nous accordait 7 000 et maintenant, on va jusqu'à 10 000. Et ce qu'il faut déplorer dans cette affaire, c'est que sur les 10 000 places accordées, la présence de la République seulement prend la moitié. Imaginez si la présence prend par exemple 4 000 ou 5 000 places sur les 10 000. Ils vont envoyer leurs parents, ils vont envoyer leurs copains, et il y a des citoyens qui attendent depuis des années et des années. Chaque année, ils sont refoulés, chaque année, ils sont refoulés. Donc, c'est-à-dire la pagaille est partie d'abord de la présence de la République. Ce n'est pas seulement cette dame. C'est elle qui est visible aujourd'hui, mais si on étale très bien la chaîne, on trouvera que beaucoup de responsables de la présence, même d'abord le limogeage de cet officier qui était le médecin, le chef du service médical de la présidence est parti de ça. Ils ont annoncé, bon, ils n'ont pas annoncé les motifs de son limogeage, mais beaucoup d'informations quand même disent qu'il fait partie de cette chaîne. Donc, c'est une affaire d'État, ce n'est pas seulement une affaire privée. L'État guinéen n'a jamais été sérieux avec l'organisation du pèlerinage. C'est pourquoi les gens, des fois, préfèrent choisir les agences privées. Parce qu'il y a des agences privées quand même qui sont très sérieuses. Et quand vous donnez votre argent, s'ils n'ont pas de place pour vous, ils vont vous le dire clairement et ils vont vous retourner votre argent. Mais il y a des agences aussi qui viennent pour escroquer et arnaquer les gens. Et le plus souvent, ces agences-là encore sont parrainées par des cadres de l'État. C'est comme les banques privées, M. Baldé. À un moment donné, il y a des banques qui ont escroqué les citoyens guinéens ici, mais on s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient responsables de ces différentes banques-là travaillaient aussi à la présidence de la République. Donc, c'est comme ça que la Guinée est organisée. C'est très malheureux pour notre pays. C'est une chaîne. Saliouba, c'est terminé. Voilà, la deuxième alerte, on parle de la condamnation, confirmation de la condamnation, pour l'appeler ainsi, de Aliouba, l'homme politique qu'il est devenu, donc qui devient un peu gênant. J'appelle ça tout simplement une bavure judiciaire en République de Guinée, une honte judiciaire. Je crois que le magistrat guinéen qu'il est aujourd'hui ne peut pas peut-être regarder dans les yeux son homologue sénégalais et dire voici ce que nous sommes. Nous sommes Guinéens, nous respectons la justice à la République de Guinée. Parce que c'est sans fondement. L'avocat de M. Aliouba a dit que ça a été si rapide, donc simplement c'était confirmer la condamnation de M. Aliouba qui était voulu par M. le général Bala Samoura, parce que
il avait dit, Aliouba avait dit que même le général Bala Samoura m'avait appelé, m'avait menacé. Donc, c'est cette menace est venue en exécution ici et que le jeune va passer 2 ans de sa vie loin de sa famille, de sa famille politique également, et entre les 4 murs. Je crois que on veut peut-être éliminer des hommes politiques en République de Guinée. Si le général Mamadi Doumbouya a l'intention de se porter candidat, jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois qu'il ne va pas se porter candidat. Donc, c'est vraiment, on va dire, non, Saliba est naïf. Oui, je suis naïf politiquement. C'est le terme même, Saliba est naïf. Voilà, oui, je suis politiquement naïf à ce niveau. Mais, c'est pas, tu peux pas éliminer ceux-là qui sont censés gouverner avec toi sans même gouverner, parce qu'il faut avoir une opposition crédible pour gérer un pays. C'est-à-dire, quand tu les élimines, on a écarté des ténors politiques qui sont au dehors. Maintenant, ce jeune qui était une étoile montante, on l'écarte et vous voulez peut-être... Parce qu'on a sali le casier judiciaire de Aliba. Il peut être gracié par Mamadi Doumbouya, mais son droit de vote, d'être candidat, est sali devant la Cour constitutionnelle ici. Donc, c'est un peu grave. Je pense que, pour résumer ici, c'est une simple bavure judiciaire en République de Guinée qui a été appliquée ici. Je ne peux pas dire comment cette dame juge qui a condamné Aliba pouvait rentrer chez elle avec ses enfants, son mari, aller manger, aller dormir et se réveiller, aller au travail le matin. Et le procureur, le procureur Fallou Doumbouya, il a fait son travail. Bon, on a vu tous les procureurs en République de Guinée qui ont un certain esprit de gel en quelque sorte. Et ils font ce travail comme ça pour se faire confirmer à ce niveau. Mais c'est une bavure judiciaire pure et simple et qu'il se passe ici. Si le général Doumbouya entend se présenter, bon, parce qu'on fait des campagnes de gauche à droite, je souhaiterais qu'il rectifie le tir dès maintenant, qu'il arrête de poursuivre ses adversaires politiques, mais parce qu'il va rentrer dans la politique. S'il va rentrer, je le dis, s'il va rentrer, bon, c'était la deuxième alerte que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous allez à des réactions. Non, moi, simplement, je dis encore une fois, Saliba, c'est lui qui a suivi le parcours d'Alpha Condé. Et puis, parce que dans l'histoire, on a vu comment il était à la ferme, comment il a souffert, comment il a été condamné sous le régime du PDG à mort par contumace. Il a été condamné sous le régime du président Alassane Conté pour, je crois, 5 ans de prison. Il a fait 2 ans, je crois, il est sorti. Et on a vu comment les tractations, à un moment donné, même, il était même presque abandonné. Et ce monsieur est devenu président de la Guinée. Ça veut dire que le destin de quelqu'un, d'un homme, ne se trouve que seulement dans les mains de Dieu et non dans les mains des hommes. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire en conclusion. Voilà, on va s'arrêter là parce que notre invité, VIP, est là avec nous. Eh bien, la Kindianaise, elle est là, voilà, avec nous depuis Hambourg. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci. Notre invité VIP, Madame Baldé Aïssatou Chérif, est avec nous. On va prendre une petite pause commerciale. On va à Hambourg. Envoyez de l'argent avec Sika Cash via votre carte bancaire pour effectuer des transferts d'argent à des parents et amis directement depuis votre appareil mobile. Nous utilisons les meilleurs taux de change pour nous assurer que votre argent ira plus loin. Envoyez de l'argent à des amis et suivez les transferts d'argent à l'aide de l'application Sika Cash. Profitez d'une conversion de devises instantanée et transparente. Restez aux USA et envoyez de l'argent au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, au Bénin et partout ailleurs. Disponible sur App Store et Google Play. Envoyez de l'argent des États-Unis vers l'Afrique sans frais. Nos prestations. Transfert bancaire. Envoyez des fonds à votre proche. Faites-le depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Retrait d'espèces. Un retrait d'espèces permet à votre destinataire de récupérer son argent au point de retrait souhaité. Mobile Money. Envoyez le Mobile Money directement sur un compte mobile.
Notre invité VIP est avec nous. Il s'agit de Madame Baldé Aïssatou Chérif depuis Hambourg. Madame Baldé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé, comment vous allez? Bienvenue dans cette émission. Merci pour l'invitation. Et si je pouvais dire bonsoir en allemand, vous dites que c'est Guten comment? Guten Abend. Guten Abend. Difficile à prononcer. Alors, comment vous vous portez du côté de l'Allemagne? Ça va par la grâce de Dieu, on se porte bien, ça va. La température? La température, en fait, c'est à l'image de l'humeur des Allemands. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, mais bon, ça va. Très bien. On se plaint pas, on s'habitue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va pour la première question avec Bassaliou, depuis Boston. Voilà, et merci madame d'avoir accepté notre invitation. Bon, je travaille, elle est régulière ici, elle répond à chaque fois qu'on fait appel à elle. Monsieur Aliouba est finalement condamné à 2 ans de prison. Votre réaction en tant que femme leader, madame Chérif? D'abord, ma réaction en tant que femme leader, en tant que droit de l'hommiste, et surtout aussi en tant que présidente d'un mouvement politique qui a été nouvellement créé du nom de l'Alliance du peuple pour le changement, c'est l'indignation d'abord. L'indignation en ce sens que, vous savez, au lendemain du 5 septembre, l'actuel président, je veux dire, de la junte, enfin le chef de la junte, nous a fait comprendre qu'il était venu, c'était pour recoller les morceaux de verre cassés par son prédécesseur. C'est-à-dire que la justice allait être notre boussole, que les sirènes de la haine allaient se taire, donc les Guinéens vont essayer de se parler. Du coup, c'est-à-dire les violations graves des droits de l'homme auxquelles on était vraiment habitués, on allait y mettre fin. Donc, il est venu s'est présenté comme, disons, le libérateur tant attendu par le peuple de Guinée. Mais sauf que malheureusement, depuis bientôt 4 ans, avec une transition trompe-l'œil, on se rend compte que tout ce qui a été dit, c'était que pratiquement de la farce, en fait. C'est-à-dire un coup d'État qui était censé être salvateur est devenu un tas de coups pour le peuple de Guinée. Et ça fait que nous sommes, je me dis, le peuple est pratiquement, en tout cas ceux qui sont conscients, se demandent réellement si ça valait la peine de faire un tel coup d'État pour venir reprendre les mêmes erreurs du passé. Parce que Aliouba, quelle qu'en soit la situation, il n'a pas mérité d'aller en prison et surtout d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Et ça, c'est non seulement, c'est pas bien pour l'image du pays, mais ce n'est pas non plus bien pour l'image de la junte internationale. C'est que ça, c'est un recul démocratique. De toutes les façons, vous savez, un coup d'État, par essence, c'est un recul démocratique. Mais là, ça montre encore une fois que nous sommes loin des promesses tenues par la junte, malheureusement. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que elle, Madame Baldé Aïssatou Chérif, elle est la présidente du mouvement politique Alliance du peuple pour le changement en Guinée. Elle est activiste, elle est des droits de l'homme et surtout, elle est journaliste. Mamadou Moussa, allez-y pour votre première question, s'il vous plaît. Alors, Madame Baldé, bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme battante, une femme qui est connue de beaucoup d'Africains. Votre combat est connu par beaucoup d'Africains. Mais pour quel résultat aujourd'hui sur le terrain d'après votre constat? Est-ce que vous n'êtes pas déçu de certains de vos compagnons à cause des résultats liés au comportement de certains hommes? Vous êtes en train de vous battre pour un changement en Guinée, mais on a l'impression que votre combat est voué à l'échec à cause du comportement de certains hommes. Oui, bah, vous savez, le problème, c'est qu'en Guinée, malheureusement, on a transformé la politique en une sorte de métier. Et ça pose problème. C'est c'est-à-dire parce que pour moi, faire de la politique n'est pas un métier. La politique, pratiquement, c'est un engagement social, c'est un engagement politique, c'est-à-dire c'est une façon de se mettre à la disposition de son peuple, de son pays pour essayer de changer les choses, pour essayer d'arranger, en fait, ce qui ne marche pas pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais malheureusement, depuis un certain temps, quand vous regardez, surtout depuis l'arrivée c'est-à-dire, je veux dire, du multipartisme en Guinée, on a remarqué une seule chose, les gens entrent en politique, c'est une façon de mettre pour eux fin à leur précarité matérielle, parce que l'État guinéen, par essence, est devenu, disons, c'est-à-dire la seule source de revenus intarissables.
Et alors que quand vous regardez au fond, la plupart des gens qui font de la politique, quand on leur confie, par exemple, un poste de responsabilité au sein de l'État, c'est les gens n'ayant pas un parcours professionnel, ils ne peuvent réellement rien apporter au pays et ça complique les choses. Et donc, pour moi, personnellement, c'est ce qu'on appelle naturellement c'est-à-dire nous vivons dans un État néopatrimonialiste qui encourage en fait la personnalisation de l'État, la personnalisation de la chose publique. Et moi, en tant que politologue, j'ai toujours essayé de dénoncer ces pratiques-là qui enfreignent même à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Parce qu'il faut encore le rappeler, c'est-à-dire la politique ne peut pas être un métier. Et ça dit, chacun d'entre nous doit avoir son propre métier qui te permet de vivre dignement. Et là, quand tu t'engages en politique, c'est pour une idéologie, c'est pour un concept, c'est pour un projet de société et c'est pour des principes. Donc, mais si cela fait défaut, tu t'es engagé en politique, non seulement tu manques de parcours professionnel, tu manques d'aptitude professionnelle, interprofessionnelle et tout, et tu es entré en politique pas parce que tu as des principes à défendre, parce que c'est-à-dire tu as une conviction. C'est clair que, c'est-à-dire l'objectif que l'on s'est fixé, on ne va pas l'atteindre. Là, les gens se servent tout simplement du peuple comme escalier pour atteindre le sommet de l'État. C'est ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas surprise parce que ce sont des analyses que je fais à longueur de journée par rapport à, à la situation sociopolitique de notre pays. Donc, ce qui se passe actuellement, c'était prévisible dans le contexte géopolitologique, enfin, quand on essaie de regarder. C'était politologique, je voulais dire, c'est prévisible en fait, c'est le propre de beaucoup d'États africains qui se trouvent surtout dans une phase de démocratisation qui n'est pas encore consolidée. Et nous faisons face à cette situation-là malheureusement, et ça risque de durer et tout. C'est pourquoi on voit l'État qui est là, c'est-à-dire les acteurs étatiques, ceux qui sont au pouvoir, au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps plutôt à affaiblir les partis politiques de l'opposition, aller faire ce qu'on appelle le débauchage et tout, pour essayer de faire asseoir leur pouvoir, parce qu'en gros, ils ne sont pas là pour apporter le changement voulu par le peuple, mais ils sont là plutôt pour essayer de changer leur vie, pour essayer de mettre fin à leur précarité matérielle, c'est-à-dire pour essayer malheureusement, comment ça s'appelle, de faire de l'État, c'est une propriété privée. Voilà, madame, c'est comme si l'Internet est en train de nous fausser compagnie du côté de Hambourg, mais on va continuer avec vous parce que est-ce que vous êtes déçu donc des hommes, de certains hommes? Oui, je suis très déçue des hommes politiques en général en Guinée. Ça, il faut le dire, il faut l'avouer. Parce qu'en fait, comme je l'ai toujours dit, on ne fait pas de la politique pratiquement pour se servir du peuple. On fait la politique, c'est pour servir le peuple et l'État. Et de la société civile. La société civile aussi, parce que quand vous regardez, qu'est-ce qui nous reste encore de la société civile aujourd'hui? Rien du tout. Tout le monde pratiquement a rejoint la junte. C'est-à-dire les gens, ça prouve tout simplement que les gens se battent pas pour essayer de changer quelque chose, pas pour essayer de servir le peuple, mais pour plutôt essayer de se servir du peuple et de l'État guinéen, pas plus, pas moins. Donc, c'est une déception, totale, mais surtout aussi ceux qui sont venus au pouvoir par les armes, malheureusement, eux, je dirais, ce sont réellement des vraies déceptions programmées. Et c'est triste, en fait, de se rendre compte qu'après maintenant bientôt 4 ans de transition politique, nous ne sommes, c'est-à-dire rien ne se voit sur le terrain. On ne vit que des slogans stériles, et les gens s'accrochent à ces slogans stériles-là, croyant que de ces slogans stériles, on peut transformer la Guinée, mais tel n'est pas le cas. On ne peut pas transformer un pays sur fond de slogans stériles. Ce n'est pas possible. On a besoin pratiquement, c'est-à-dire du résultat sur le terrain. On a besoin d'un programme, c'est-à-dire il faut regarder le gouvernement qui est là. Qui parmi nous peut essayer de nous dire que ce gouvernement-là a un programme politique? C'est quoi le programme politique de ce gouvernement? Personne d'entre nous ne le sait. Donc, il gouverne le pays que de surface, mais on ne peut pas gouverner un pays de surface. C'est quand même lamentable pour ce pays. J'ai l'impression que ils sont en train de de vouloir nous léguer un pays en lambeaux. Et lorsqu'un pays, est en lambeaux, ce sera très difficile de ramasser ces morceaux-là pour essayer encore de les récoller. Et nous sommes dans cette situation actuellement. C'est décevant. C'est décevant, franchement. C'est quand même, je me dis, c'est inexplicable même, en fait.
la situation dans laquelle nous sommes, alors que c'est simple. On a promis quoi? Une transition politique. Alors, c'est pourquoi il y a eu le coup d'État. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On facilite le retour à l'ordre constitutionnel pour permettre à ceux qui sont normalement censés gérer l'État qu'ils arrivent à travers les urnes, qu'ils gèrent le pays et puis qu'ils partent. Mais dans la situation là, ça n'arrange ni le peuple, ni même les acteurs qui sont là, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ça va pas les arranger à long terme, parce que je vous promets, une transition politique qui perdure, c'est aussi une autre crise qui se dessine à l'horizon. C'est ça qui se passe. Bien, avant d'aller avec Mamadou Moussa, c'est votre ami qui est Premier ministre pourtant, M. Bahouri, c'est votre proche, c'était votre proche, pourtant. Oui, bien évidemment. Vous savez, les hommes changent, le pouvoir change l'homme. À travers le temps, on se rend compte que réellement, c'est-à-dire, lorsque je prends le parcours de Bahouri et qui était naturellement, je veux dire, un ami que j'ai défendu aussi. Et si c'est à refaire, je vais le faire. Je ne regrette pas parce que vous savez, moi, je défends des principes. Je défends pas les hommes. Et les principes pour lesquels je me bats, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui me permet, moi, en tout cas, d'être encore sur ma position, de ne pas être prête à les monnayer. Bahouri, il a changé, c'est le pouvoir qui l'a changé, mais ça prouve tout simplement que il était parvenu à un moment donné c'est-à-dire comment ça s'appelle, de cacher sa vraie face. Parce que je peux pas m'imaginer que le simple fait c'est-à-dire de devenir Premier ministre a changé tant. C'est-à-dire que c'est sous, c'est-à-dire, je veux dire, en tant que chef de gouvernement, c'est en son temps qu'on peut assister à la condamnation d'Aliba. C'est en son temps qu'on peut assister au kidnapping, c'est-à-dire à la disparition forcée de Fonike Mengue Silla, de Habib Marwan Kamara, qui est un ami aussi, et tout comme, comment ça s'appelle depuis le bas. Pour moi, c'est inexplicable, en fait. Je ne peux pas imaginer que Bahouri a eu une autre attitude différente de celle qu'il est en train de nous montrer là, à l'état actuel des choses. C'est vrai que le pouvoir, c'est quoi? Ça change l'homme, certes, le pouvoir, le pouvoir est pratique. Il faut être pratique, il faut être pragmatique. Par moment même, il faut être opportuniste. Mais l'opportunisme auquel, c'est-à-dire, et comment ça s'appelle, nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire l'opportunisme auquel se livre aujourd'hui Bahouri, c'est pas un opportunisme sain. C'est-à-dire, c'est parce que sa politique actuelle, c'est-à-dire, il est passé complètement à côté de l'histoire. Et Bahouri, comme je l'ai toujours dit, lui, il est plus qu'une déception au programme de l'histoire récente de la Guinée. Pour moi, son attitude est inconcevable. Mamadou Moussa, combien c'est Saliba, hein? Mamadou, oui, Saliba? Oui. Bon, moi, je voudrais juste poser une petite question qui n'est pas liée à notre menu. Okay. Vous résidez dans un pays où les Guinéens sont beaucoup représentés. Je vais vous demander juste cette question parce que les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à ce dossier. Que pensez-vous aujourd'hui des joueurs guinéens, Serhou Guirassy, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et qui joue à Dortmund en Allemagne? Bon, en passant, ça c'est des clichés, hein, parce que moi j'étais journaliste de sport en Allemagne. Hein. Attention. Donc je m'y connais un tout petit peu. Donc j'écris aussi sur Serhou Guirassy et tout cela. Donc du coup, c'est une fierté, naturellement, c'est une fierté. On parle beaucoup de lui en Allemagne et tout cela. Mon fils, par exemple, qui s'intéresse au foot, il en parle aussi. On vient d'acheter un maillot pour lui. Donc nous, en tant que Guinéens, aujourd'hui, surtout à Dortmund, c'est la région, en tout cas, là où il joue pour le club BVB. C'est la région, c'est-à-dire où le taux de Guinéens est beaucoup plus concentré par rapport aux autres régions, parce que vous savez, l'Allemagne, c'est un État fédéral. Et d'ailleurs, c'est la région la plus peuplée aussi de l'Allemagne avec 16 millions d'habitants. Donc, en tout cas, il a fait une percée en Allemagne qui a permis aussi de voir la Guinée autrement. Dans ce pays-là, ça a donné une image plutôt positive de la Guinée. Et ça fait que à Dortmund, maintenant, quand tu parles de Serhou Guirassy, en tout cas en Allemagne, on sait qu'il est de la Guinée. Et puis, ça fait notre fierté. Même si on n'a pas encore eu tous la possibilité de le rencontrer, et puis il n'est pas encore venu officiellement voir la communauté guinéenne, on l'a pas encore vu. Et surtout quand là-bas, là où il joue, il y a une forte communauté guinéenne là-bas. Et on a des mosquées des Guinéens là-bas. Les Guinéens sont très organisés là-bas et tout cela. Personnellement, je dois me rendre là-bas ce week-end encore pour aller rencontrer la communauté, discuter comment ça s'appelle, des problèmes et tout cela. Parce que n'oubliez pas, en Allemagne, nous sommes confrontés aussi à d'autres problèmes qui ne sont pas que sportifs et tout, notamment l'expulsion des Guinéens de façon arbitraire et involontaire. Donc voilà.
Voilà, vous comprendrez que Mamadou Moussa est en train de chercher la balance. Si vous dites que Baouri est une déception programmée de l'histoire, donc Serou Guirassy est une réussite programmée de l'histoire pour la Guinée aussi. Donc, il a cherché à faire la balance juste pour nous balancer ici, mais il ne pourra pas. Hein? Et surtout, je voudrais aussi savoir si elle s'intéresse un peu au sport et au football, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même. Quand vous leur parlez de football, elles ne s'intéressent pas. Mais c'est une exception aussi que je constate ici. Voilà. Non, et les journalistes sportifs voilà, aussi. Là. Moi, je l'ai été, hein. J'ai été journaliste, comment ça s'appelle, notamment spécialisée en football et surtout le football africain, où j'ai sillonné l'Europe et puis en essayant de rencontrer les joueurs africains. Donc voilà, j'adore le foot depuis déjà en Guinée et c'est pourquoi je discute volontiers du football. Je m'intéresse, je regarde pratiquement tous les matchs. Donc c'est ça, c'est pour vous dire. Voilà. On revient avec Saliouba. Votre club en Europe, c'est quel club, madame? Pardon? Quel est le club que vous supportez en Europe, dans la Ligue des Champions, par exemple? Disons, c'est Barça que je supportais. Naturellement, je suis barcelonaise et tout ça, visque Barça, hein. Donc, en passant. Parce que vous avez une autre Barcelonaise, c'est moi, bien sûr. Voilà, les deux Barcelonais. Merci beaucoup. Alors, Saliouba, on revient à. Allez-y à notre interview. Voilà, merci. L'autre pan de l'histoire. Je souhaiterais quand même rester là, peut-être suivre ce débat entre sportifs. On quitte le terrain. Entre supporters surtout. Voilà. Bon, alors quittons un peu ce milieu sportif pour revenir dans le camp du CNRD, madame. Que pensez-vous de la gestion du CNRD, de ses ambitions de rester au pouvoir face à l'impuissance politique? Surtout, vous venez de parler de la société civile dont vous êtes plus ou moins dessus, qui est restée quand même qui gère ce pouvoir, ses fonctions avec plus de lâcheté. Que pensez-vous de cette situation actuelle de la Guinée avec la gestion du CNRD, madame? Oui, là, vous savez, il y a deux volets que l'on peut voir. D'abord, je dirais même trois volets par rapport à la gestion c'est-à-dire du pays actuellement. Nous avons le volet, comment ça s'appelle, de la gestion, disons, de la transition politique. Parce que les gens oublient souvent, nous sommes dans un processus de démocratisation qui a été interrompu à maintes reprises avec des coups de force. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le coup de force du 5 septembre. Et là, ce volet-là, le volet politique-là, la gestion même de la transition en tant que telle, c'est-à-dire c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que vous voyez jusque-là, on ne sait pas, comment dirais-je, à quel sens se vouer. C'est la seule chose que nous savons actuellement. Moi, je dirais que la junte militaire actuelle, elle est atteinte en tout cas de la maladie du pouvoir. La maladie du pouvoir parce qu'elle ne veut plus céder le pouvoir. Elle veut rester, elle veut confisquer le pouvoir en torpillant la transition et tout. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, j'ai vu ça venir il y a cela 3 ans, je crois, j'ai écrit un article pour dire que les signes avant-coureurs de la confiscation du pouvoir, c'est des signes qui ne trompent pas quand on essaie de faire des analyses sur fond, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, en tant que politologue, normalement, il y a des comment ça s'appelle, critères sur lesquels on se base pour faire de telles analyses. Quand on essaie de les ressortir, on pouvait comprendre très tôt que la junte, et notamment Doumbouya, n'était pas venue pour rendre le pouvoir aux civils. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, juste vers la fin de l'année dernière, Baoul était parti à l'intérieur du pays et puis les autres ont suivi. Ils ont essayé de faire une campagne pour dire que maintenant, on parle plus de transition, on parle de la refondation. Sauf que, quelle refondation en fait? Parce qu'on refonde ce qui a existé. Et peut-on essayer de refonder ce qui n'a pas existé? Parce que pour moi, l'État guinéen a-t-il existé? L'État guinéen n'a jamais existé en tant que tel. Parce que lorsqu'on regarde, c'est-à-dire l'histoire de notre pays, lorsqu'on regarde la généalogie de la violence de cet État-là, c'est-à-dire et puis l'injustice que subissent même les Guinéens, c'est-à-dire la pauvreté, la précarité entretenue par ces acteurs étatiques-là, qui gèrent cet État, parce qu'il est une institution. Pour moi, l'État n'a jamais existé. Donc, il faut commencer d'abord par se poser les vraies questions, poser les vrais diagnostics avant d'essayer de jouer avec les mots. Donc, par conséquent, ce volet politique-là, c'est un échec total. On ne peut pas se réjouir de ce qui se passe. Même à l'international, je vous dis, moi, en tant que président du mouvement politique, on a rencontré, par exemple, les autorités allemandes, cette fois-ci 2 fois.
le ministère des AE allemand et tout comme le ministère de l'Intérieur fédéral allemand. On les a rencontrés. Nous savons ce qui est ressorti de ces discussions-là. C'est-à-dire, non seulement l'État guinéen ne fait pas bonne figure à l'international, il faut le reconnaître, parce que quel est cet État, sur le plan économique par exemple, qui est prêt à investir dans un État où on kidnappe ses propres citoyens, c'est-à-dire où on essaye de faire l'usage de la barbarie, de l'ignominie la plus insolente en fait, sans gêne. On a vu la manière dont on a kidnappé le jeune de la société civile, Abdoulaye Sako. On a vu en fait comment cette opération, je dirais, indigne d'une république normale s'est passée. Et donc, sur le volet économique aussi, c'est une catastrophe parce que je le dis, tout ce qui se passe là, aucune entreprise ne peut venir investir dans un État où il n'y a pas de garantie que lorsque tu investis, l'argent que tu as investi, il y aura la paix, la sécurité dans ce pays où tu investis cet argent et puis l'argent va te revenir après et tu vas te faire un gain, enfin des profits. Mais je m'excuse, madame, mais on dira qu'on a Simandou 2040 ici, madame. C'est un investissement quand même qui fait bonheur à la Guinée aujourd'hui. Mais quel bonheur, monsieur Saliou. Arrête, enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête, en fait. Vous savez, Simandou, je l'ai toujours dit. Pour moi, je ne parle pas d'une chose qui n'existait pas, que je n'ai pas vue. Qui a essayé de voir, c'est-à-dire les conventions minières liées à Simandou? Vous l'avez vu? Vous êtes journaliste? Est-ce que vous l'avez vu? Je dirais non. Et qui a essayé, Simandou, je vous dis, c'est un horizon politique. Un horizon politique est différent. C'est-à-dire, et quand on parle d'horizon politique, déjà, on parle de mirage. Et un horizon politique est différent donc des réalités. Parce que les conventions minières, normalement, selon le code minier guinéen, lorsque l'État arrive à paraffer de telles conventions, le peuple de Guinée doit être informé de la manière la plus transparente que possible. Le CNT a essayé de ratifier quelque chose que lui-même, c'est-à-dire en tant que représentant normalement du peuple, je dirais comme ça, parce qu'ils n'ont pas été élus, et il devrait normalement rentrer en possession de ces documents-là. Mais personne parmi ces gens qui siègent aujourd'hui au sein de du Conseil national de la transition, qui n'est qu'un endroit où pratiquement se rencontrent c'est-à-dire des chenilles, en fait, venus d'un peu partout, qui cherchent aussi à se nourrir, malheureusement, ou bien à essayer de profiter de la naïveté du peuple et du manque de culture politique du peuple pour se nourrir et tout. Alors, je me dis, personne parmi ces gens n'a vu ces conventions-là. Donc, pour moi, Simandou, c'est un mirage. Simandou, c'est un horizon politique. C'est pourquoi, tenez-vous bien, messieurs Ba, c'est pourquoi ils parlent de Simandou 2040. Ils nous disent, parce que même les amis de cette gente-là, c'est-à-dire notamment les médias mainstream occidentaux comme RFI a fait un reportage, c'est-à-dire un article qu'ils ont écrit pour essayer de dire que pratiquement, on ne connaît même pas les parts de l'État guinéen dans ces conventions-là. Tantôt on nous dit que c'est 5%, tantôt on nous dit que c'est 15%. Parce que tout a été géré de façon opaque. Donc, parce qu'en fait, leur souci, c'est quoi? Eux, ils veulent se maintenir au pouvoir jusqu'en 2040. C'est ce qui se décide. Hein. Moi, je vous dis, c'est ça l'objectif. Et donc, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait quelque chose d'autre jusqu'en 2040. C'est pourquoi ils parlent de Simandou 2040. Donc, ils sont, c'est-à-dire, étant une sorte d'horizon politique, ils se projettent déjà en 2040 pour essayer de livrer peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais encore une fois, et surtout, Madame Baldé, il nous a été révélé ici dans une de nos émissions que même si Simandou était une réalité, que le Sénégal gagnerait mieux avec Simandou que la Guinée elle-même, celle qui possède Simandou. On nous a révélé ça ici. Alors, donc c'est pour vous dire, c'est pourquoi j'ai dit, c'est que si vous voyez, ils refusent effectivement de nous livrer le contenu ici, et s'il y a eu encore des conventions minières, ils refusent qu'on voie ces conventions minières-là. Et d'ailleurs, c'est logique aussi, hein, comment on peut prendre un monsieur qui est profane, c'est-à-dire un monsieur comme Diba Diaguité, qui est complètement profane en matière, c'est-à-dire de la gestion, même, je dirais, même sa, excusez-moi du terme, même sa propre famille. Et lui, on lui confie la gestion, c'est-à-dire des ressources minières de la Guinée, où quand même, où on peut générer des milliards et des milliards. C'est pour vous dire que la pyramide, elle est inversée dans ce pays. Et lorsque la pyramide elle est inversée dans un pays, c'est-à-dire on a affaire à des personnes qui sont inintelligentes et malheureusement ça accouche quoi? Ça accouche ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des slogans.
des slogans stériles, non seulement, c'est-à-dire qui n'arrangent pas le pays, mais qui enfoncent le pays davantage. Parce que tout ce dont on nous parle, quand vous regardez même les changements dont on nous parle, ce ne sont que des changements cosmétiques pour essayer, parce que le Guinéen, je vous dis, c'est-à-dire le Guinéen, malheureusement, il est dans son propre monde. Lorsqu'on n'est pas sorti du pays, lorsqu'on n'a pas connu ce que c'est que le réel développement, c'est-à-dire on n'a pas connu, c'est-à-dire la paix même, c'est-à-dire le Guinéen même à la paix en tant que tel, on n'a pas connu parce qu'on a été tellement brimé. Moi, je traite toujours la Guinée, c'est la Birmanie d'Afrique. On a été au cours des années tellement brimé, tellement oppressé, tellement opprimé. C'est-à-dire, il est impossible pour le Guinéen c'est-à-dire, de faire même la différence entre, c'est-à-dire, je veux dire, de la bitume fondant avec une réelle bitume, parce que les bitumes qu'on est en train de mettre là, de par-ci, par-là, c'est ce qu'ils présentent aujourd'hui comme étant une sorte d'exploit, mais c'est incroyable. C'est pour vous dire, ces gens manquent même d'ambition. Mais il faut quand même rêver grand pour essayer de réaliser des grandes choses dans son pays. Mais ils rêvent petit, donc, parce qu'ils sont à l'image, en fait, de ce que le peuple de Guinée veut avoir. Moi, je dis souvent que le peuple refuse même le développement en tant que tel. Nous refusons carrément le développement en Guinée. Parce qu'ils sortent, qu'ils partent voir ce qui se passe au Sénégal, ou bien en Côte d'Ivoire un tout petit peu. Mais qu'ils essaient de comparer la vie des Sénégalais et puis la vie des Guinéens. Mais c'est complètement différent, c'est un autre monde. Parce que nous sommes, depuis encore une fois 66 ans, on a la malchance d'être gérés c'est-à-dire par des acteurs étatiques qui n'ont pensé jusque-là qu'à leurs intérêts égoïstes et égotiques. Pas plus. Bien. Mamadou Moussa, allez-y pour votre dernière question, s'il vous plaît. Bon, peut-être une sous-question d'abord, en parlant de Tiba Diakité. Madame, lorsqu'il dit que les documents sur la convention de Simandou, si on les étale, c'est près de 14 kilomètres. Et un expert est venu nous dire que 14 kilomètres de documents, c'est 59 000 pages. Est-ce que vous croyez à ça? C'est pourquoi je vous dis, c'est parce que le Simandou déjà, c'est pourquoi je vous dis Simandou, c'est un mirage. On ne peut pas croire à cela parce qu'ils savent pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent dire au peuple. Ils savent qu'ils sont dans une, c'est-à-dire Simandou, c'est une arnaque totale. Simandou, c'est un mirage, donc ils ont besoin de parler pour essayer de berner le peuple. Mais sauf que là, en parlant comme ça, lui-même, il sait que personne ne peut croire à ce qu'il est en train de raconter. Donc, on ne peut pas aussi, malheureusement, je me dis, s'il était censé, il devrait comprendre que, en temps réel, lorsque tu parles de projet, c'est que toi-même qui gères ce projet-là, tu dois quand même être en mesure de le lire et de le comprendre. Donc, tu ne peux pas sortir, parler d'un projet, dire que voilà, lorsqu'on essaie de, c'est-à-dire, le projet l'a fait peut-être 14 kilomètres, ça signifie que toi-même qui parles de ce projet, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce projet. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique pour un agent de l'État qui parle comme ça. Ça montre tout simplement, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire le degré de déficience morale et mentale de ces gens-là et leur degré d'inintelligence. C'est ce que ça prouve, pas plus. Hein? Bien, alors la question qui vient, c'est, on sait que vous êtes en Allemagne, un grand pays qui accueille une forte communauté guinéenne. Mais ces derniers temps, il y avait cette fameuse question de rapatriement des Guinéens sans papier résidant dans ce pays. Où en sommes-nous avec ce problème aujourd'hui? Le problème est d'actualité parce qu'encore nos compatriotes qui sont encore, il y a quelques-uns qui sont en prison, c'est-à-dire dans la maison d'arrêt de Buren, c'est toujours dans la région de la Rhénanie-Nord-Westphalie. Et nous, on a une ONG ici qui s'occupe des cas comme ça. Une ONG, on a la chance qu'elle est enregistrée officiellement depuis 2007, donc elle existe sur le terrain. On est parvenu à libérer récemment un d'entre nous qui a été, c'est-à-dire qui est membre de notre ONG, qui a été arrêté, du nommé Moussa Diaby. Il était arrêté pour fin d'expulsion. Nous sommes parvenus quand même à le sortir de la prison. Donc là, donc on a essayé de le libérer et tout. Donc il n'est pas le seul. Là, Mamadou Diallo aussi a été arrêté avant-hier. Il est en prison actuellement et lui aussi. Nous sommes en train de voir comment on va pouvoir l'expulser. Mais c'est pas facile. Nous sommes c'est-à-dire, nous sommes en discussion avec le gouvernement allemand et qui nous a promis d'essayer c'est-à-dire, en tout cas, de regarder la situation qui prévaut dans notre pays avant de penser à expulser les gens. De ce côté-là, en Allemagne, on met la pression. Sauf que, vous savez, c'est pas facile parce qu'en fait, là, il y a un accord d'expulsion qui lie l'État allemand à l'État guinéen. Donc, c'est un accord qui a été initié et signé par le régime de M. Alpha Condé et qui a malheureusement été prorogé aussi par l'actuel Premier ministre, c'est-à-dire donc le pouvoir en place.
l'année dernière, en février dernier, et c'est sur le fond de cet accord-là, les Allemands expulsent les Guinéens et tout, parce que selon la Guinée, on peut expulser les Guinéens qui ont été déboutés dans leur demande d'asile. Ils se disent être un État qui est capable de recevoir les Guinéens qu'on expulse. Et sauf que quand vous regardez, par exemple, du côté de la Mauritanie, ou bien encore les pays maghrébins, où les Guinéens ont des soucis, ils demandent le plus souvent à être, comment ça s'appelle, rapatriés dans leur pays d'origine. Mais là, la Guinée ne réagit pas, même si elle réagit de façon très timide. Mais lorsqu'il s'agit de venir chercher nos compatriotes qui sont là, qui prennent des personnes en charge en Guinée, parce que là, quand les agents de l'État arrivent, on les prend en charge aussi. Ils sont payés par l'État allemand pour leur présence en Allemagne. Donc là, ils s'empressent de venir identifier nos compatriotes de rapatriés. C'est très dommage, mais c'est ça la réalité. Mais c'est ça aussi la face hideuse de ce pouvoir. Un pouvoir qui ne pense que, c'est-à-dire qui ne pense qu'à ses propres intérêts, aux intérêts de son clan facho, que moi je qualifie de clan facho factionnel, et surtout ethno. C'est ce qui se passe malheureusement. Donc ils ne pensent pas à l'intérêt du peuple de Guinée et à l'intérêt de la nation. Parce que sinon, vous savez, la diaspora, c'est la 5e région de la Guinée. On fait attention aux accords qu'on signe en principe. Très bien. Saliouba, on va pour la dernière question, s'il vous plaît. Saliouba, la dernière question. OK. Mamadou Moussa, alors posez la dernière question à notre invité, s'il vous plaît. Voilà, madame, on sait que vous n'êtes pas militante de l'UFDG, mais on ne peut pas ne pas vous demander votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce parti, tout ce que Cellou est en train de subir, tout ce que ce parti est en train de subir de la part de l'État guinéen. Quelle réaction avez-vous à dire par rapport à ça? D'abord, je dirais que non seulement c'est une situation qui n'est pas normale, vous savez, en temps normal, moi je me dis qu'est-ce que la junte militaire a à gagner effectivement en essayant c'est-à-dire de s'en prendre à l'UFDG de cette façon-là. Parce que quels qu'en soient les griefs que l'on peut avoir contre l'UFDG et notamment Elassine Diallo, le président du parti, une seule chose reste claire, c'est le plus grand parti du pays. C'est le parti qui arrive quand même à mobiliser beaucoup plus, c'est-à-dire je dirais même plus de la moitié de tous les militants des autres partis en Guinée. C'est ça la vérité. Donc, vouloir maintenant essayer c'est-à-dire de créer juste des problèmes afin de pouvoir les faire taire, alors qu'on sait pertinemment que, c'est-à-dire, même si on arrive à débaucher tous les cadres c'est-à-dire de l'UFDG, pour le nommer à des postes et tout, afin qu'ils pensent peut-être pouvoir affaiblir l'UFDG, c'est une leurre. Une leurre, pourquoi? Parce que ce qui fait la force de l'UFDG, ce sont leurs militants. Et les militants de l'UFDG tiennent à leur champion, et là, c'est le Diallo. Donc là, je me dis, si le CNRD était bien conseillé, ce qu'ils allaient faire, c'est de laisser l'UFDG essayer comment ça s'appelle, d'exercer son droit de faire de la politique dans le pays, comme d'ailleurs ça a été garanti par toutes les constitutions qu'on a connues jusque-là, même si en Guinée, c'est-à-dire ce que l'on dit et ce que l'on fait, c'est un État qui est purement injuste. Non, on n'applique pas les lois. Les lois sont appliquées de façon sélective. On essaye de s'opposer aux gens qui ne pensent pas comme vous, et parce que le CNRD a horreur de critiques. Et c'est très dommage. Et quand je vois ce qui se passe aussi à l'intérieur même du parti, ces cadres du parti qui décident de quitter, mais qui viennent dénigrer, c'est-à-dire leur ancien patron et le parti politique, je trouve, c'est que je me dis, quelque part, ces gens n'ont pas compris c'est quoi faire de la politique. Parce que quitter un parti, c'est une normalité, tu peux partir. Mais quand je pars, est-ce que je suis tenue obligée de dénigrer mon ancienne famille politique pour être vue et bien vue de l'autre côté? Non. Tu peux partir parce que, en fait, de toutes les façons, comme je l'ai tantôt mentionné, la plupart de ces gens-là sont entrés en politique ou bien ils étaient au sein de l'UFDG. C'était pour être sous la lumière et avoir la lumière aussi à côté de Cellou. Et cette lumière, ils l'ont obtenue grâce à l'UFDG, grâce aux militants de l'UFDG. Et maintenant, à se retourner contre ce parti-là, ça prouve tout simplement que non seulement il manquait d'engagement politique, enfin, il manquait de conviction réelle pour essayer, c'est-à-dire d'aider ce pays-là à se relever parce que ce pays est à terre. Et c'est très dommage, en fait. Mais je crois, je suis très convaincue que l'UFDG va se relever. En tout cas, ils ne sont même pas, c'est-à-dire, je dirais même, ils vont s'en sortir, en fait, parce que les militants tiennent le parti et c'est ce qui est pour moi, c'est ce qui est plus important. Si j'ai un conseil à leur donner pour terminer, à la place de l'UFDG,
c'est-à-dire le dossier de Ousmane Gawal Diallo, l'actuel ministre, je veux dire, des Transports, et puis en même temps le porte-parole du gouvernement, j'allais essayer de le clore, qu'il vienne dans le parti de toutes les façons, parce qu'en fait, c'est pas, encore une fois, je me dis, c'est pas la justice guinéenne qui va décider si les militants d'un parti politique vont accepter un individu X ou Y. C'est pas la justice, c'est pas l'État, c'est pas la pression, mais c'est les militants, c'est ça aussi le côté positif de la démocratie, là. Donc, qu'on le laisse venir, qu'on le laisse rester, et puis pour essayer de clore cela afin qu'il se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le retour de cellules et puis l'organisation des congrès. Voilà, pour terminer, il y a une menace de saisie des biens de Cellou Dalein Diallo. Si vous avez appris, votre réaction. À cause de Air Guinée, dit-on. Déjà, vous savez, moi, j'ai écrit un article sur Air Guinée. Le dossier Air Guinée, c'est un dossier qui est vide de sens et tout cela. Maintenant, ils vont essayer de saisir ces biens sur quelle base? De toutes les façons, tout ce que ce pouvoir-là fait, moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que quand vous essayez de regarder la manière dont ils essaient d'agir, ils sont en train d'agir en fonction de leurs humeurs. Ils ne gèrent pas le pays parce qu'ils se disent qu'ils ont une certaine responsabilité en tant qu'acteurs étatiques vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du peuple de Guinée. Ils veulent pas qu'il y ait l'apaisement dans le pays, ils veulent pas qu'il y ait la cohésion sociale et tout. C'est-à-dire, pour que les Guinéens arrivent à se parler, ce n'est pas leur problème. Ils veulent tout simplement, c'est-à-dire continuer à opposer les Guinéens, à les diviser, parce qu'ils savent pertinemment que, en essayant de s'en prendre de cette façon violente à l'UFDG, c'est-à-dire au président de l'UFDG, ils savent pertinemment qu'ils vont heurter la sensibilité d'une grande majorité du peuple de Guinée. Et dites-moi, M. Baldé, si ces gens-là étaient censés, lorsque tu es réellement censé, lorsque tu es venu pour arranger les choses, pas pour essayer de les gâter, est-ce que tu vas essayer d'aller dans ce sens-là? Non, tu vas chercher plutôt à apaiser, même si tu veux confisquer le pouvoir. Mais il faut savoir confisquer. Il faut savoir aussi que tu peux pas confisquer le pouvoir sur le fond de division, sur le fond de haine, sur le fond de mépris, et surtout en essayant c'est-à-dire de construire un État fondé sur l'ethnicité. L'ethnicité qui signifie l'exclusion, un État fondé sur le néopatrimonialisme qui signifie aussi l'exclusion, le népotisme, et surtout la corruption organisée, c'est-à-dire au sommet même de l'État. Et quand ils essaient de confisquer les biens de ces, c'est bien beau, mais est-ce que le CNRD aujourd'hui, est-ce que Mamadi Doumbouya lui-même, il fait preuve d'exemplarité en matière de lutte contre la corruption? C'est-à-dire, les biens que ces gens-là ont aujourd'hui, les biens qu'ils sont en train d'acheter un peu partout dans le monde, est-ce que les Mamadi Doumbouya avaient ça avant le 5 septembre? C'est-à-dire, c'est ce qu'on se, c'est-à-dire, voilà les réelles questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter, par exemple, contre le détournement des deniers publics. On ne peut pas lutter contre la corruption organisée. Nous voyons ce qui se passe, le scandale au niveau de la Banque centrale, par exemple. Nous voyons le scandale qui se passe au niveau même autour de, c'est-à-dire de pèlerinage et tout ça. C'est-à-dire, on ne peut pas donc lutter contre, disons, la corruption lorsqu'on ne fait pas preuve d'exemplarité. Ils ne font pas preuve d'exemplarité. Deuxièmement, ils ne nient la légitimité. Et c'est-à-dire, ils nient l'onction populaire pour essayer d'agir pour le peuple. Et puis, au nom du peuple, là, ils sont en train d'agir tout simplement, c'est-à-dire au nom de leur clan facho-ethno, pas plus, pas moins. C'est tout, c'est très dommage. Mais moi, à la place de ces loups, je vais même pas réagir à c'est-à-dire à ce genre de, c'est-à-dire comment ça s'appelle, d'attaques qui sont plutôt personnelles et tout cela. Je les laisse faire et tout. Au moment venu, je crois que de l'histoire, chacun aura la place qu'il lui faut dans ce pays et c'est ce qu'il faut et puis voilà.